Tout d'abord, merci. Merci à tous les organisateurs de ce colloque pour cette invitation, et en particulier à Planète Sociale de m'avoir permis de publier ma thèse chez LexisNexis dans la collection éponyme. Je mesure la chance qui m'est offerte aujourd'hui, au siège de l'UIMM et en présence d'autant d'acteurs de branche qui sont si au fait du sujet, de présenter de façon très synthétique cette mécanique de restructuration des branches telle que je l'ai étudiée, comprise et organisée. L'idée est de proposer une photographie de ce qu'implique cette importante réforme. Cette mécanique repose sur deux notions particulièrement évasives, la restructuration et les branches. La restructuration fait son entrée dans le Code du travail il y a 10 ans par la loi Rebsamen de 2014 qui crée une section intitulée « La restructuration des branches professionnelles ». Elle a été par la suite largement enrichie par la loi de 2016 et celles qui l'ont suivie, comme nous l'a rappelé M. Rama. On apprend à la lecture de cette section que le ministre du Travail est chargé de réduire le nombre de branches. Pour autant, la notion de branche, dans la perspective de cette restructuration, n'est pas définie par le législateur. L'article L2261-32 du Code du travail liste les outils à disposition du ministre et les critères pour procéder à cette réduction. Le ministre peut ainsi engager une procédure de fusion du champ d'application des conventions collectives de branche. Il peut également prononcer l'élargissement du champ d'une convention ou encore refuser son extension. Son rôle est aussi d'inviter, si ce n'est de contraindre, les acteurs de branche à procéder à des regroupements volontaires. L'utilisation de ces outils est justifiée par l'intérêt général attaché à la restructuration des branches. Cette référence se prolonge dans les missions d'intérêt général confiées aux branches restructurées. Il y a donc ici un changement de paradigme. La branche, qui caractérisait jusqu'alors des intérêts professionnels, répond maintenant aussi à des enjeux d'intérêt général. Différents critères de ciblage justifient l'action de l'administration. Cela peut être la taille de la branche ou son degré d'activité, mais c'est également la capacité à créer et à faire vivre une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation, une CPPNI, ou encore la capacité à assurer une mission de formation professionnelle. Le dispositif paraît alors surprenant. Il s'agit de structurer ou de restructurer les branches en jouant sur le paramètre de la convention collective de branche. L'idée est de parvenir à de grandes branches adossées aux différents secteurs d'activité nationaux préexistants. La métallurgie, par exemple, les bureaux d'études ou le transport routier pour les plus grands, mais aussi certains plus restreints, comme le secteur du verre ou des casinos. L'utilisation par le législateur du vocable « restructuration » pour un dispositif visant à ajuster les périmètres des branches reste donc étonnante. Pourtant, la question de la restructuration est au centre des transformations des branches professionnelles. Certes, les périmètres des branches évoluent, mais c'est aussi leurs structures qui sont modifiées. Organes, missions, périmètres de représentativité, rapports normatifs, etc. Notre choix a donc été de retenir une approche ouverte qui permet d'analyser cette réforme sous deux aspects qui sont interdépendants. D'abord, la restructuration organique qui se concentre sur les missions et les organes de branche, puis la restructuration périmétrique qui concerne, comme son nom l'indique, les périmètres conventionnels. Cette approche permet de répondre à deux questions sur la restructuration. Pourquoi cette réforme et comment a-t-elle été mise en œuvre ? Et d'une manière plus générale, la réponse à la question « pourquoi » met en avant les justifications de la réforme, tandis que celle du « comment » permet de faire ressortir les critiques de ce projet. Commençons donc par aborder ce que nous avons appelé la restructuration organique. Ce premier aspect révèle également les justifications de la réforme et répond donc à la question « pourquoi la restructuration ?» L'idée générale de la restructuration des branches est que la concentration de ces ensembles conventionnels va dynamiser le dialogue social et lui permettre de réaliser les missions assignées par le législateur à ce niveau. Car c'est bien la réalisation des missions de branche qui soutient ce projet.
La concentration des branches a vocation à renforcer ces ensembles pour qu'ils soient capables d'assurer ces missions, que le regroupement d'ailleurs soit administré ou volontaire. D'autant plus que, comme le rappelle le législateur, ces missions sont d'intérêt général. Ces missions de branche redessinées sont donc le cœur de la justification des opérations de restructuration. Il fallait d'ailleurs une justification solide pour utiliser des outils qui ont fait l'objet d'un contrôle de constitutionnalité très constructif. Pour ces missions, l'approche du législateur reste ambiguë. Les missions sont à la fois attribuées à la branche, mais aussi à ses organes. C'est donc bien que le législateur joue sur deux tableaux. Une approche de la restructuration par la convention de branche et son périmètre, mais aussi une approche de la restructuration par les organes de branche, puisqu'il est attendu quelque chose de nouveau de leur part. Pour le dire autrement, le législateur entre dans la restructuration par le périmètre de la convention collective, mais fait de la création d'organes de branche une condition préalable à la restructuration administrative. Le législateur a en effet imposé la fusion des anciennes commissions paritaires de négociation, les CPN, et des commissions paritaires d'interprétation, les CPI, vers la CPPNI. Il y a donc bien une restructuration de la structure des branches, et pas seulement de leur périmètre. Le rôle attribué à la CPPNI contribue d'ailleurs à personnifier la branche. Cette première approche, donc, de la restructuration organique, transforme la branche en une entité normative et structurelle presque institutionnelle. La branche et ses nouveaux organes doivent assurer les missions qui lui sont assignées, notamment en matière de régulation de la concurrence et de formation professionnelle. Après avoir évoqué ce premier aspect, donc la restructuration organique, il faut maintenant aborder la restructuration dite périmétrique et dans le même temps s'interroger sur les moyens de cette réforme. Comment les pouvoirs publics ont-ils procédé ? On connaît maintenant très bien l'arsenal à disposition du ministre du Travail pour réduire les conventions et concentrer les branches. Au 10e anniversaire de la restructuration, le nombre de conventions de branche et d'IDCC a considérablement diminué. Il faut rappeler que cette réduction est aussi le résultat de rapprochements volontaires et pas seulement de fusions imposées. Sur ce point, on ne peut que constater l'avancée du chantier, malgré le ralentissement qui semble aujourd'hui l'affecter. Pour autant, la mise en œuvre de la restructuration périmétrique a suscité de nombreuses difficultés pratiques. En théorie, la réduction du nombre de branches permettrait de clarifier et de stabiliser les règles applicables. Pourtant, ces conséquences ne sont pas toujours claires. D'abord, la perturbation du champ des conventions collectives entraîne nécessairement des conséquences sur la représentativité des organisations professionnelles dans le champ de la branche nouvellement formée. Dans certains cas, ces organisations perdent leur représentativité du fait du regroupement. Ensuite, pour finaliser le regroupement, il est impératif d'harmoniser les conventions collectives des différentes branches qui prennent part à ce regroupement. Cette étape décisive s'avère particulièrement délicate. On sait toutefois aujourd'hui que cette harmonisation ne doit pas nécessairement constituer une unification absolue. La convention collective du nouveau champ conventionnel peut conserver certaines dispositions spécifiques des conventions collectives préexistantes. Ce n'est donc pas seulement les champs conventionnels des branches qui sont perturbés, mais aussi les conventions collectives en elles-mêmes et leur structure qui doivent être repensées. Cette seconde approche de la restructuration périmétrique, transforme donc en profondeur la convention de branche. C'est un changement remarquable, d'autant que la convention collective reste un outil important dans la réalisation des missions de branche, même si elle est parfois contestée par les normes conventionnelles des niveaux plus restreints, ce qui permet de souligner un paradoxe. Les missions de branche s'intensifient, mais l'accord d'entreprise a vocation à primer dans l'articulation des normes. En conclusion, la restructuration des branches professionnelles est un mécanisme à double détente. Une restructuration organique et une restructuration périmétrique. On ne peut comprendre cette réforme sans lier ces deux aspects. Et dès lors que l'on admet cette interdépendance entre l'organique et le périmétrique,
apparaît quelque chose de plus profond. C'est finalement la notion même de branche qui est transformée. Et cette transformation déborde même sur les niveaux plus larges, comme l'interbranche, et ceux plus restreints, comme celui du secteur. Ces espaces semblent, eux aussi, se réinventer. On comprend ainsi que la restructuration des branches est une réforme majeure et systémique du droit de la négociation collective. Elle transforme la structuration de la branche, mais également de sa convention. Reste à se demander si cette transformation profonde découlant de la restructuration des branches est terminée, si elle est au milieu du gué, ou bien quelle sera la nouvelle étape après ces 10 années de restructuration. Je vous remercie de votre attention.